Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la FDM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Un bisou aussi à celles et ceux qui nous écoutent en podcast ou en replay. On va commencer d'abord cette émission par la magnifique nouvelle de la semaine et sûrement pour eux la magnifique nouvelle de leur vie. C'est Marianne et Camille qui viennent d'avoir leur petite fille, la petite Mila, qui est née hier. Donc félicitations Marianne et Camille, pleine de bonheur. Félicitations, meilleur parent du championnat. Exactement. Je suis très ému d'annoncer ce genre de choses parce que c'est des amis très proches et c'est aussi mes premiers amis qui ont un gamin. Et hâte de l'avoir en virage, craquer un fumier. Voilà, tout simplement. Et plein de bonheur. Quand on retrouvera l'Europe dans 15 ans. Exactement, mais voilà, tu vois, c'est générationnel. Des cœurs pour les parents. Et petit coup de vieux pour Vincent aussi. Exactement. Et n'hésitez pas à sub pour les soutenir. Non, je rigole. J'ai osé, désolé. Allez, à la composition de cette feuille de match, la 272e. Il est stagiaire à GMT, co-animateur à la feuille de match, cofondateur de Media Tolosa, étudiant à l'IUT. Il a clairement fait le choix de renoncer à un quelconque salaire. C'est Sacha. Comment ça va ? Ça va mieux que la dernière fois que je suis venu ici, c'est-à-dire vendredi dernier, le jour d'après. Je sais pas combien il y a d'étapes dans le deuil, 5, 6, 7. Bon, je suis pas encore à la moitié, mais on essaie de faire avec et nouvelle semaine. Et puis stagiaire, il faut bien venir travailler, donc on est là. D'après Nathan, il y a 15 ans de deuil apparemment, donc bon courage. À part Nathan, justement, le meilleur fauteuil du championnat qui retrouve son siège. Pas de plaid comme un honneur, mais une bière à la place. Comment ça va ? Ça va très bien. Moi, dans l'étape du deuil, je suis dans le déni. Donc, j'ai pris mes billets pour Glasgow. Voilà, quelqu'un veut se joindre à moi. Et pourquoi pas ? Voilà, pour par profiter Bergerac un petit peu. Ou par Bergerac, ouais, avec une petite escale à Liverpool et puis voilà, direction Glasgow. On perd pas les habitudes, ça fait plaisir. Pour coacher tout ça, le plus vieux d'entre nous, non pas notre papa à nous tous, mais notre tonton cool, tout simplement, c'est Fredo. Comment il va, Fredo ? Mais ça va très très bien. Et ouais, ce soir on est tous tontons ce soir. Hein. Et ouais. Donc peut-être qu'on va aller fêter ça, nous, après l'émission. Pourquoi pas. Hein, de toute façon, c'est où ils sont. Hein, ouais. Je suis pas sûr qu'on puisse rentrer à la clinique avec les fumigènes non plus. Chez eux directement. On va chez eux à la maison. Ils sont pas, donc on privatise. On rentre partout, tu le sais. Je te laisse mettre tes propos. Notre invité supporter aujourd'hui, c'est Lounès, suiveur du TFC, très actif sur les réseaux. Bienvenue. Bonjour. Oui, très content de venir. Et oui, effectivement, je suis très actif sur Twitter. Faudrait que j'arrête de tweeter. En plus, je provoque beaucoup. Il y a des gens qui vont m'envoyer en garde à vue. Et tu dis pas que des bêtises, ça va. Ouais, on t'en veut pas. Si on t'enlève Twitter, il y a beaucoup de gens avant à qui on doit enlever Twitter. Il n'y a pas de doute. Oh, coucou aux absents du coup, Camille. Voilà, je sais pas pourquoi il n'est pas venu. Aussi Ben, Oxens, Elliot qui devait venir, puis qui s'est blessé. C'est le seul mec qui se blesse en allant au kiné, tout simplement. Chez le kiné même, non ? Chez le kiné, ouais, donc comme quoi. Hein. Bref, on embrasse aussi Mehdi, Clément et voilà, j'ai oublié personne, non ? Rémi. Ah, et Rémi, mais Rémi c'est différent parce qu'il vient une semaine sur 2, donc c'est pas qu'il est absent, c'est juste qu'il va revenir. Il a un gars alterné. Moi je pense à lui. On peut le saluer, il est sans famille, quoi. Comment ? Il est sans famille. Ouais, il est magnifique, ça. Il est magnifique. Au programme ce soir, les activités FCC, le débat. Que joue-t-on sur cette fin de saison ? On va en parler un peu plus en longueur plus tard. Et on présentera aussi donc TFC Nice, le match de ce dimanche avec Ben, qui est animateur de 100% Aiglon sur France Bleu et Azur. Et on terminera avec l'interview supporter de Lounès. Vous pouvez réagir aussi donc en direct sur Twitter avec le hashtag FDM Toulouse ou sur notre compte FDM Foot, sur la vidéo, sur le Facebook Live, sur notre page et sur celle de Radio Extania. Nous sommes aussi en live sur Twitch, la feuille des matchs, ou aussi donc sur YouTube, la feuille de match également. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez sub, vous pouvez commenter. Nathan, je ne sais pas si c'était sur le live. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés ? Il y a des gens qui sont connectés. Donc on a Olivier, Squeak09, Fab, Freefly, donc les habitués. Est-ce qu'ils sont... Je vérifie s'ils sont vraiment là, parce que c'est tellement les habitués, je me dis il est en train de... Et on a Richie Marco, et je tiens à souligner, voilà, qui nous dit la pluie de cette semaine, est-ce que c'était les pleurs des Lillois ? Donc, Sûrement. Donc, j'ai voulu souligner la violence de cette phrase déjà d'entrée pour l'émission, donc c'était... écoute, on le salue aussi. Ça, je trouve que ça met le ton direct sur l'émission. Je pense qu'on peut passer tout de suite à la 272e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Voilà, n'hésitez pas à réagir en direct au 05 61 80 40 40 tout au long de l'émission. Pour le débat, il y aura une petite surprise que tu pourras introduire, Sacha. Une petite surprise. Oui. Oui. On en a parlé avant, tu vois ? C'est bon. C'est bon.
commence avec la Gambardella, une bonne nouvelle pour commencer. La Gambardella, alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les Pitchouns sont en quart de finale et qui se déplaceront à Troyes le dimanche 31 mars pour la suite de cette compétition. Le gagnant sera opposé au vainqueur du match Nancy-Metz, le derby, même chez les U19. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ce sera aussi à l'extérieur. Donc si jamais les Pitchouns continuent leur aventure, on les verra pas au stadium. Il faudra attendre, pourquoi pas, le Stade de France, même si on sait que cette année ce sera pas le Stade de France pour la coupe, mais voilà, il y a l'Estac donc qui est 4e de la poule B avec 29 points après 19 journées derrière Auxerre, Lyon et Strasbourg. Si on compare, le TEF lui est 9e de la poule D avec 24 points, donc ça s'annonce compliqué, mais c'est un quart de finale de Gambardella. On peut rêver de tout, on sait qu'il y a du talent dans cette génération de jeunes, ça donne envie de les soutenir. Est-ce que vous y croyez à aller au bout de la Gambardella peut-être? Pourquoi pas, ça nous ferait quelque chose à suivre pour la fin de la saison. On a été habitués au trophée, donc on leur souhaite, voilà, c'est une belle génération. Ouais, on se rappelle de la génération 2019 qui a échoué. C'est l'aboutissement de quelque chose, quoi. Donc on leur souhaite d'aller au bout. Puis, c'est une belle expérience, puis d'aller au Stade de France aussi. Non, ça va pas au Stade de France du coup. Oui, en finale. Ouais, on sait pas encore. Aller en finale, dans la finale. C'est quel ça? On le sait pas encore. Après, même, est-ce qu'il n'y avait pas eu de communication sur s'il y aurait aussi les deux finales ensemble? Si, j'ai pas eu passer. Si c'était forcément dans le même stade qu'il y aurait la Gambardella et la finale de Coupe de France. Dans la logique. Dans la logique, oui, mais il n'y a pas eu de Après, communication. Ça dépendra. Après, j'avais vu passer sur les réseaux. C'est vrai qu'au final, on enchaîne un titre par an là, depuis 2 ans. Ça serait bien de continuer sur cette lancée, effectivement. On va passer à une autre nouvelle sur les jeunes, l'académie. Journée porte ouverte à l'académie pour les jeunes gardiens de but. Ça sera le mercredi 20 mars à 16h pour les gardiens nés en 2012, 2013, 2014. Il y a un formulaire d'inscription sur le site du club. Vous pouvez y aller. C'est la limite d'inscription, c'est jusqu'au 15 mars. On a vu des images sur les réseaux sociaux du retour à l'entraînement de Zakaria Abouklal et Denis. Jean Rowe, il commence à retoucher le ballon. C'est des images qui font plaisir à voir. Il reste quand même à part pour s'entraîner, mais voilà, la réathlétisation se passe bien, on les revoit avec un ballon de foot, on peut espérer, pourquoi pas les revoir sur cette fin de saison avec le maillot du TEF. Ça se jouera peut-être sur les tout derniers matchs, mais ça a l'air de bien se passer, et on sait qu'ils sont à l'infirmerie depuis un petit moment, donc on leur souhaite de bien revenir en forme, et pourquoi pas les revoir avec le maillot violet. Ils seront là pour le sprint final, c'est déjà très bien. Ouais, pourquoi pas, hein. Toujours utile. Pour le match de qualification en Europa League contre Brest. Pardon, je m'enflamme un peu, excusez-moi. Mais moi aussi je m'enflamme puisqu'il y a un train de la hype sur Twitch, c'est incroyable. On remercie Calcio Malpoli, déjà le jeu de mots est incroyable, qui a pris un abonnement Prime. Squeak qui a renouvelé son abonnement Prime et qui cumule 5 mois d'abonnement. Merci à vous, c'est vraiment très très cool ce que vous faites. On va faire des gosses tous les week-ends. Je crois que c'est l'effet Camille. Bon, mais qui est le suivant du coup, Sacha? Oula, hein? Tu vas enchaîner? J'enchaîne. Je souhaite un bon anniversaire à Niklas Schmidt, le milieu allemand qui fête ses 26 ans, je crois, aujourd'hui. Voilà, il est en difficulté sportive depuis quelques semaines, donc on pense à lui, on voit les meilleures ondes, on espère qu'il va passer une bonne soirée, qu'il sera concentré sur le match de dimanche et qu'il va nous régaler, parce qu'on sait qu'il a du talent et espérer que ça se débloque un petit peu. Comment on dit bon anniversaire en allemand? Tu sais pas? Qui a fait on va basculer dans la blague limite. Ok, allez. On va enchaîner avec Christian Mawissa qui est nominé pour la pépite du mois de février en Ligue 1. Il est face à Guela Doué de Rennes et Mohamed Bamba de Lorient. Donc vous pouvez voter sur le Twitter de la Ligue 1. C'est quand même un trophée honorifique qu'on avait eu quelques fois l'année dernière avec notre ami Fares Chaibi. Donc, et Guillaume Rest en début de saison, si je dis pas de bêtises aussi. Guillaume Rest ? Ouais. Il me semble que sur le mois d'août ou septembre, au tout début, il est dedans. Oui. Le poteau de Guillaume Rest plutôt. Guillaume Rest et son poteau gauche. On est tellement habitué à ce qu'il soit bon qu'on oublie qu'il est encore gamin et qu'il peut jouer sur ça. Une autre mauvaise nouvelle, c'est la nouvelle amende pour le président Damien Comolli, 5 000 € pour violation des règles fondamentales de bonne conduite, après avoir crié au fucking scandal à l'observateur des arbitres après le deuxième penalty du match aller à Benfica, donc la faute de Mawissa, qui se voit expulsé et qui nous fait perdre le match. Bon, on sait que notre cher président, il aime bien s'emporter un petit peu sous le coup de l'émotion. Ouais, de là à finir torse nu et dire liberté pour les ultras, c'était un peu poussé, je trouve. Ouais, voilà, c'est pas la première fois. Il y a quand même une cagnotte qui s'élève à plus de 100 000 €, je crois, sur toutes les amendes qu'on a prises en Europa League. Les amendes Europa League pour les supporters, les amendes par rapport à l'organisation. Les amendes pour les cartons aussi, on a vu sur l'article des violets qu'il y a aussi, je crois, 10 000 € de cartons sur le dernier match.
Donc ça fait une note salée au final sur les 11 millions et quelques. On laisse notre empreinte dans la Coupe d'Europe dans tous les sens du terme. Mais du coup, message à Comoli, ça coûte moins cher de craquer un fumier que d'insulter un arbitre. Donc prochaine fois, s'il veut se venger, voilà. Il y a d'autres solutions qui existent. Je me demandais, est-ce que c'est pour la prononciation qu'il a eu une amende ou pas? Du fucking scandale. Du fucking scandale. Peut-être, je sais pas. Juste avant de passer à la prochaine news, j'ai un commentaire pour toi, mon cher Sacha. J'ai une certaine Manon qui me dit non merci pour la proposition. Donc voilà, je te laisserai voir ça à la maison. On va terminer avec une dernière news. Sacré Manon. Une dernière news, celle de Xavi Babica. C'est toi qui vas peut-être en parler, Sacha, parce que tu as revu son reportage hier, puisqu'il participait à l'émission Le Débrief sur la chaîne Twitch de la Ligue, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est la Ligue 1 Uber Eats qui met en place une émission sur Twitch qui s'appelle Le Débrief. Ils reçoivent des invités. Ils parlent du championnat de France et de e-sport aussi. Donc il y avait Babica qui était interviewé dans ce cadre-là. On pouvait lui poser des questions sur les réseaux sociaux et c'est une petite entrevue qui dure une petite vingtaine de minutes qui est assez intéressante. Il revient sur beaucoup de choses, sur son parcours, son transfert au TEF, sa relation avec Carles Martinez, comment il gère ce groupe-là, comment il s'est intégré. Il parle même aussi de la sélection et de son but face à Reims. Donc il y a beaucoup de choses qui sont traitées. Je vous invite à aller le voir. Vous allez sur la chaîne Twitch de la Ligue 1 pour retrouver cette interview. C'est disponible en replay. Et voilà, quelqu'un de très souriant et une belle déclat pour les supporters aussi. Ça fait plaisir à entendre. Et pour la petite anecdote, donc il a confessé que la première fois qu'il avait entendu parler du TEF et du système data pour le recrutement, c'était par son ancien coéquipier Steve Yago, qui est ancien du club, avec qui il était à Limassol et du coup qui lui a parlé du TEF et qui lui a dit ça marche avec la data, alors que lui et c'est pour ça que Yago est parti d'ailleurs. Est-ce que ça marche avec la data? Oui, donc c'est assez marrant. Il dit qu'en gros lui il savait pas du tout ce que c'était la data, il s'y intéressait pas et que grâce à ça il a connu le TEF plus en détail et que derrière les chemins se sont créés et que c'est comme ça qu'il a rejoint le club et qu'il a aimé le projet aussi. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez aller retrouver son interview sur Twitch. Eh bien super. Il a dû lui parler des bonnes bottes de nuit à Toulouse aussi, Tadiago. Ouais, le Barnum. Pour le convaincre, pour finir de le convaincre. Exactement. On l'embrasse. Le programme du week-end maintenant. On va commencer avec la Fabrique Violette et la préformation. Les U14 iront à Toulouse-Nord, les U15 recevront Castres et les U16 iront à Rodez. Tous ces matchs-là auront lieu samedi. La N2, pas de championnat, mais match amical. Ouais, la N2 c'est repos au niveau du championnat ce week-end, mais on a un match amical qui est organisé contre la réserve de Pau. C'est demain à 11h30 sur les annexes du stadium, donc il va y avoir beaucoup de turnover, beaucoup de joueurs qui vont jouer, mais ça peut être intéressant d'aller les voir aussi. Avant le match de dimanche, on sait que souvent les équipes de jeunes et les féminines jouent en même temps que les pros. Là, c'est pas le cas, donc on va surveiller ça. Ça fait toujours du bien de voir nos jeunes jouer, surtout que la N2 n'est pas en grande forme en ce moment. Les U19, du coup, ils ne jouent pas. Eux aussi, c'est repos. Ils sont concentrés sur la Gambardella qui va arriver. On vous a dit qu'ils jouaient contre l'Estac. Et les U17, eux, ils se déplaceront du côté d'Onnay-le-Château ce dimanche à 14h30 pour défier Rodez-Aveyron Foot. Donc voilà, gros match aussi pour les U17. Ce sera à 14h30. Donc ça va un peu empiéter sur le match des pros contre Nice. Mais on suivra ça aussi. Vous aurez les résultats des jeunes la semaine prochaine dans l'émission. Là, passer aux filles avec un gros match. Le duel au sommet pour la D3. Donc, il y aura dimanche à 13h défier la Escan, donc qui est co-leaduse. Ça sera au stade de Pierre de Coubertin. Donc là, c'est pile à 13h. Donc malheureusement, ça va être compliqué à suivre en même temps que les garçons. En tout cas, on aura le retour du coach Antoine Gérard mardi prochain dans l'émission pour voir ce que ça donne. L'Airune aussi, gros match contre Montpellier face à la SPTT Montpellier qui sont deuxième et qui ont longtemps été co-leaders et invaincus avec la réserve de Montpellier qui est désormais seule en tête. Elles ont 4 points d'avance sur les Toulousains qui sont troisième. Ça sera ce dimanche à 15h sur l'annexe 9 du stade de Gramont. Et pour terminer, Sacha, les U19 aussi ont un match. Ouais, les U19 féminines qui ont un gros déplacement à Clermont, qui vont jouer sur l'annexe du stade Gabriel Montpied dimanche à 12h30. Les Toulousaines pourraient sortir de la zone rouge en cas de victoire. Donc ça va être un gros match qui a bien été préparé et qu'on espère victorieux pour les Toulousaines. C'est un peu compliqué pour les U19 cette saison, mais on y croit, ce sera un gros match et comme pour les jeunes, vous aurez tous les résultats et les réactions du coach Antoine Girard mardi dans l'émission. Juste avant qu'on enchaîne, Lounès, toi, est-ce que les jeunes, les féminines, tu suis un petit peu de loin, tu vas les voir ou tu te concentres plus sur les pros? Les jeunes, oui, je regarde les vidéos de temps en temps sur la chaîne NKZ
football, il me semble. Et les féminines, non. Mais je sais que ma mère, elle aimerait beaucoup aller voir les filles jouer. Du coup, je pense on va les voir tous les deux. Ouais. Bah écoute, c'est bien aussi de s'intéresser à tout ce qui gravite autour du club, mais bon, t'es pas le seul. On essaie tous de faire des efforts, c'est aussi le but de cette émission, de donner envie aux gens de s'intéresser au club dans sa globalité. Puis il y aura des matchs qui tomberont pas en même temps, où on pourra enchaîner aussi, hein. Peut-être. C'est ça. Peut-être. Allez, on va passer au débat maintenant. Donc, que joue-t-on sur cette fin de saison ? Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Avant de planter le décor du débat, avec Sacha, on a une idée un peu putaclic, tout simplement. On l'assume totalement, hein, des fois il faut l'être. On va vous faire gagner une place en virage Bristaton pour le match TFC OGC Nice. Est-ce que tu peux nous dire les conditions ? Les conditions, c'est très simple. On a un certain animateur de la feuille de match qui ne peut pas être là ce soir et qui ne sera pas là dimanche. On ne sait plus trop, on se demande pourquoi. Enfin, bizarre quoi qu'il y ait les autres priorités. Mais du coup, on fait gagner une place et vu qu'on n'est pas nombreux ce soir, si vous voulez débattre avec nous, vous pouvez appeler le standard. C'est au 05 61 80 40 40 pour débattre avec nous. Fred vous accueille avec grand plaisir et puis vous faites le débat avec nous. Qu'est-ce qu'on joue sur cette fin de saison ? Et voilà, si vous participez à l'émission avec nous, un petit coup de téléphone, vous participez, vous êtes pertinent, vous faites 2-3 blagues et on vous donne la place en plein cœur du virage pour le match de dimanche. Il est super exigeant. Moi, c'est simple. Vous êtes le premier à appeler pour débattre. Vous gagnez la place tout simplement. Pas besoin de faire des vannes ou quoi que ce soit. Appelez avant Charles. Exactement, c'est le des premiers défis. Il y a 2 conditions, appeler avant Charles et appeler sans avoir de place parce que sinon, si tu as déjà ta place. Aussi, appeler quand même, c'est quand même intéressant de débattre. Bref. On va planter un petit peu le décor. Que joue-t-on sur cette fin de saison ? Après une élimination en Coupe de France en janvier, une élimination en Europa League en février, le TFC est désormais focus sur la Ligue 1, ce qui n'était plus arrivé depuis août dernier. Après une bonne série en termes de place, le TFC semble promis au ventre mou. En termes de points, les pragmatiques voient plutôt la lutte pour le maintien, avec 4 points d'avance sur le barragiste et 9 points sur la descente directe. Les optimistes voient la course à l'Europe au bout du tunnel, avec 10 points de retard sur la 6e place européenne et potentiellement en fonction de la Coupe, une 7e place qui est un peu plus proche. Donc très rapidement, on va faire un petit tour de table, messieurs. Ventre mou, maintien ou Europe pour cette fin de saison ? Fred en cabine, qu'est-ce que tu penses de ce débat ? Ventre mou. Tout simplement. Ouais. Nathan ? Ce sera tellement serré qu'on va jouer le maintien, mais on va finir dans le ventre mou. Lounès ? Maintien, je pense. Maintien ? Ouais. Sacha ? Benfica. Non, pardon. Non. Ouais, moi je Glasgow. pense plutôt maintien aussi. Ouais. J'ai pas envie de m'enflammer sur ça. Et toi ? Radez-le. Moi, je suis un doux rêveur, tu vois. Après, moi, je me dis un petit peu comme le président Comolli en début de saison, qui avait dit on vise, c'était la 9e place de mémoire. Tu vises un peu plus haut que ce que tu veux faire. Tu peux pas dire on vise la 15e place en disant on va réussir à faire 9e. Non, tu vises toujours plus haut pour finalement faire milieu. Donc je me dis, si les motive en disant on joue tout sur l'Europe, ça peut nous permettre de faire une fin de saison tranquille, terminer ventre mou et Inch'Allah terminer finalement européen. Mais je sens que je ne vous convainc pas du tout sur mon approche. Ah si, honnêtement, je reprends un petit peu le point que j'avais fait la semaine dernière où j'avais dit la faiblesse de la Ligue 1 va nous maintenir. Mais la faiblesse de la Ligue 1 peut aussi nous envoyer en Europe. Ça, c'est une certitude. On est plus proche de la Conference League, c'est-à-dire Rennes, je crois qu'il y a 8 points, que de l'avant-dernière place. Donc c'est quand même quelque chose qui prouve aussi que ce championnat, il est tellement... il y en a des disques complexes, difficiles. Moi, je dis qu'il est quand même... avec des équipes qui ont un peu la peur au ventre, que ce soit les équipes qui jouent l'Europe ou qui jouent le maintien, qu'on peut potentiellement se démarquer, pourquoi pas envisager... Après, est-ce que c'est pas un peu trompe-l'œil de regarder cette avant-dernière place ? Parce que il nous reste à jouer clairement, mais quand on parle de maintien, on se doute grosso modo que ce qui va compter c'est la place de barragiste et que c'est sur ça qu'on doit se baser pour estimer un peu où est-ce qu'on peut se situer en fin de saison, parce que les 2 dernières places, il y a quelque chose qui est en train de se décrocher un petit peu. Et rien n'est fait encore, mais on se doute qu'avec ce qu'on a vu là, quand on parle de maintien, c'est plutôt la place de barragiste qu'il faut chercher à éviter. Il y a un mois, après, on se disait
au final, on aurait fait le même débat il y a un mois. On était tous un peu anxieux à l'idée on pensait qu'on allait en prendre 8 à Benfica. Ces matchs là d'Europe, ils ont permis déjà de prouver que cette équipe elle était capable de sortir des grands matchs quand il le fallait. De mettre en difficulté aussi des équipes qui sont sur le papier supérieures à nous. Hein. Donc, dans ce cas-là, pourquoi pas ? Maintenant, moi, c'est pour ça que la semaine dernière, j'aurais bien aimé être là. Moi, j'ai un petit coup de gueule sur le fait de choisir un peu ces matchs. Parce que j'ai l'impression que ça se transcende sur les matchs qui sont dans la tête de certains plus importants que d'autres. Alors que, effectivement, si on reste pragmatique et concentré, comme ils l'ont été contre Benfica ou la deuxième mi-temps de Lille, le maintien, on va pas, c'est pas la tête d'une équipe qui joue le maintien, quoi. Est-ce qu'on les choisit toujours les matchs ? Est-ce qu'on les choisit toujours les matchs ? Ça fait quand même quelques semaines qu'on les enchaîne, puis c'était plutôt quand il y avait l'Europe qu'on les choisissait plus, j'ai l'impression. Est-ce que maintenant qu'on est éliminé, qu'on n'a que la Ligue 1, qu'on est focus sur ça, est-ce que du coup là on verra notre visage aussi, on verra le visage d'une équipe qui joue uniquement pour le moment le maintien, puisque mathématiquement on n'est pas assuré d'être maintenu, hein. Donc on va voir, j'attends de voir justement, j'attends ce match de Nice, moi, pour voir un petit peu comment cette équipe peut réagir face à des équipes qui ont des schémas de jeu totalement différents de Benfica ou de Lille qu'on a vu. Donc voilà, mais tout peut se passer dans cette Ligue 1. Moi, je pense que dire on va jouer l'Europe, c'est de... En fait, ça relève du rêve. Parce que, il y a... Ça veut dire qu'il faudrait prendre une moyenne de points qu'on n'a jamais pris dans la saison, quoi. Ça veut dire qu'il reste 11 matchs, mais il faudrait au moins en gagner 9, quoi. Non ? Ouais, puis ça va faire plus de 2 points par match, si je dis pas de bêtises, le rythme pour rattraper. Et en espérant que devant, ça se casse la gueule aussi. Rythme de champion. Exactement. On a quelqu'un par téléphone. Oui, Pascal, bonsoir. Salut. Bienvenue. Merci. Est-ce que je fais la composition ? Pas de suite. Attends, tu peux faire la composition de la feuille de match, si tu veux. Il n'y a pas grand monde. Hein. Oui, mais ça a déjà été fait. Je ne vais pas faire de redite. Alors, ton avis, toi, sur ce débat-là, qu'est-ce qu'on joue sur cette fin de saison pour toi, Pascal ? Mon avis, tu disais tout à l'heure que, effectivement, si on regarde le classement, on a à peu près le même nombre de points de la conférence que de la descente directe, sauf que je pense que les équipes qui sont relégables vont prendre moins de points, donc en fait que celles qui sont devant. C'est pour ça qu'elles sont devant, en fait. Et du coup c'est un peu un trompe-l'œil. Mais moi, je suis plutôt du style prudent, en fait, en général, de me dire, écoute, déjà, connais le maintien et ça sera bien. Mais j'aime bien, en fait, aussi ce qu'on cultive dans le virage et dans le club. Je me souviens que cette ambition qui est aussi du second degré, quand on chantait l'an dernier... on va gagner la Coupe de France. Au début, je me disais, attends, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? On peut pas chanter ça, on va à la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et puis, en fait, le fait est qu'on l'a gagné. Mais j'aime bien cette ambition, en fait. J'aime bien montrer ce truc-là comme l'autre jour au stadium quand on a chanté TFC Coupe d'Europe alors qu'on vient de se faire éliminer et que bon, on est quand même, on n'est pas très loin encore des places qui craignent. Donc, j'ai envie de me dire, allons-y, disons qu'on joue l'Europe, même si on sait très bien que ça va être galère, déjà pour se maintenir. Alors, mais j'aime bien dire ce truc-là. On joue l'Europe et puis voilà. Toi, tu vises quoi, toi, comme place, là ? Là, allez, je t'autorise 2 réponses. Tu as la réponse pragmatique et la réponse rêveuse. La réponse... alors déjà, là, on est à la 11e et je crois que... c'est à part peut-être après la première journée, c'est la meilleure place qu'on ait eue. Donc déjà si on finit 11e, ce sera très bien. Voilà. Et puis la réponse rêveuse, je dis 6e. 6e, ah ouais. Ouais, c'est sacré. Non, tu me dis rêveuse. Oui, c'est vrai, je dis rêveuse. C'est quand même fou de se dire ça maintenant après le début de saison. Mais n'oubliez pas, pour moi, c'est conditionné au niveau de la Ligue 1, quoi. Ouais. Mais oui, évidemment. On va gagner le championnat. Non, mais c'est fou de se dire dans ce championnat-là que tu peux recoller un Lyon. Je prends l'exemple de Lyon. Lyon qui a été catastrophique. Les 3 quarts de la saison jusqu'à présent, quoi.
et qui peut potentiellement rêver d'Europe et qui revient sur Marseille. Oh, mais il parle d'Europe, hein, oui, Lyon, hein, non, mais c'est absurde. Enfin, quand tu te dis, pourquoi pas nous dans ce cas-là, rêver. Alors, 6e place, ça me semble un petit peu gros. Un top 8, top 9, ce serait déjà très bien et inenvisageable par rapport à la saison qu'on a fait en championnat, quoi. Il faut pas oublier d'où on vient aussi, du niveau de jeu affiché. Qu'il y a encore 2 ou 3 mois, on se disait, c'est pas possible de proposer des prestations comme ça en Ligue 1. Mais le rêve est permis tant cette Ligue 1, moi, ne me fait pas peur. On n'a pas eu peur de. J'avais réagi par rapport à Monaco, au match à Monaco. C'est la première fois où j'ai pas eu peur dans un match. C'est vrai. Donc le match. Je l'ai pas regardé aussi, ça aide. Tu mets un 3-0 en seconde mi-temps face à un Lille qui n'avait pas joué en Coupe d'Europe dans la semaine. Tu mets un 3-0 à cette équipe-là qui est censée être 4e ou 5e de Ligue 1. Donc pourquoi pas? Dans ce cas-là, pourquoi pas ne pas rêver? Mais en étant pragmatique, effectivement, la 9e ou la 10e place sera déjà très très bien par rapport à la saison du TF. Moi, honnêtement, je me dis, vu le parcours qu'on a fait en Ligue Europa, si on finit 13e, déjà, ça restera dans ma tête comme une belle saison du TFC, comme une très belle saison du TFC. Donc, s'il y a une 11e et une 10e place, ça augure du meilleur pour la saison qui vient. Ça veut dire qu'on aura fait une deuxième partie de championnat solide et sur laquelle potentiellement on pourra s'appuyer parce qu'il n'y a pas autant de joueurs en fin de contrat que l'an dernier, qu'on se crée une ossature, qu'on crée des habitudes avec le coach. Donc, un milieu de tableau, ça serait vraiment très bien en vrai. Donc en fait, la réponse pragmatique, le maintien, la réponse rêveuse, l'Europe, l'entre-deux parfait, c'est le ventre mou. Ben, oui. C'est philosophique là. Mais bon, quand on joue à 18, est-ce qu'il est si mou que ça? C'est vrai. Je sais pas. C'est vrai qu'est-ce qu'on peut toujours parler de ventre mou dans la Ligue 1 18 où tout le monde peut battre tout le monde. Peut-être déjà où se situe le ventre mou, quoi. C'est plus une question de points, je dirais. Tu vois, une genre d'équipe qui est déjà trop loin pour l'Europe. Pour vous, actuellement. Pour moi, c'est des équipes qui sont. Pour moi, soit ça joue l'Europe, soit ça joue le maintien. Hein. Ouais. Il n'y a pas de gap. Non, oui, je pense que c'est Marseille. Le ventre mou idéal, c'est Marseille, qui est en plein milieu de championnat, qui a autant d'avance, qui est tranquille pour des poursuivants derrière Cocteau Lyon qui revient à 2 points, qui a 6 points de l'Europe. Pour moi, le ventre mou, je le situe à ce niveau-là, quoi. Pour moi, ventre mou, c'est quand en fin de saison, tout ce qui est à plus de 6 points du maintien et avec 6 points de retard sur l'Europe. Tu vois, normalement, tu as les 5-6 équipes qui sont pour moi ce ventre mou-là. Qui ne craignent plus rien à partir du mois de mars et qui jouent plus rien à partir du mois de mars. Qui jouent en claquette à partir du mois de mars, ouais. Moi, je me dis que on a eu des saisons où on a fini au milieu du tableau et où on était assuré du maintien à 5-6 journées de la fin. Je pense que cette année, on sera pas assuré du maintien. On peut être, s'il faut, 9e et se sauver mathématiquement qu'à 2 journées de la fin. Oui. Il peut y avoir un pour truc le barrage, comme ça, quoi. Ouais. Moi, déjà, je pense que les 3 matchs de mars, ça va être important parce que si imaginons sur 3, je sais pas, tu gagnes au moins un match et tu fais un match nul et une défaite contre Nice, par exemple, mais tu peux te dire peut-être que on va se maintenir plutôt facilement. Parce que, en vrai, pour se maintenir, moi, je pense qu'il faut 35 points à peu près pour se maintenir. C'est de la première année test un peu, vu que c'est la première année aussi à 18, on va forcément aussi tout le fait que les clubs soient aussi prennent moins de risques et ont peur justement d'arriver à ce gap-là. Parce qu'en fait, quand tu regardes les matchs restants, j'ai lu le calendrier. L'enchaînement, en fait, t'as Nice demain, donc on verra, c'est trop près, mais t'as un enchaînement là, Le Havre, Lyon à domicile, aussi, Clermont, Strasbourg. Franchement, si de ces 4 matchs, tu sors avec, on va dire, entre 8 et 10 points, ce qui est possible, ton maintien, il n'est pas loin d'être assuré, je pense. Après, il y aura fin de mars, tu peux savoir déjà. Il y aura un facteur adversaire à prendre en compte aussi, dans le sens où les points qu'on a pris, c'est face à des équipes calibre Europe ou des équipes qui se découvrent. Parce qu'après, derrière, tu as 2 autres matchs, on va dire, t'as
as une petite cote, on va dire. Tu enchaînes Rennes, Marseille à domicile. Après, tu réenchaînes Lorient, Montpellier. Donc là aussi, c'est 2 adversaires donc à notre portée. Puis l'avant-dernier match Paris, donc là je pense que tout sera joué. Et puis domicile Brest. Mais ouais, sur les 11 derniers matchs, tu joues 5 équipes qui jouent un championnat. Donc moi potentiellement, je pense que ouais, le ventre mou, c'est très 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 réalisable. Hein. C'est pas utopique. Hein. Juste avant de passer aux réactions, je te remercie Volarium qui a pris un abonnement avec Prime sur Twitch. Là, ce soir, c'est festival. Ça tombe. Nathan, est-ce qu'il y a des réactions du coup sur les réseaux ? Oui, on a des réactions. Donc, de manière générale, ça trouve l'Europe un petit peu utopiste. Ça reste un petit peu comme ce qu'on a dit sur le plateau, donc à viser le maintien ou le ventre mou. Donc voilà, on a Fabrice qui nous dit qu'il faut jouer le haut du tableau et pourquoi pas une place européenne de nouveau, donc on y croit aussi. On a, je regarde, je descends. Je t'en prie. Comment tu descends ? On a Olivier qui nous dit si on finit, on peut finir potentiellement 13e. Volarium qui nous dit on a encore des gros à jouer. PSG et Brest sur les 2 dernières journées. D'autres qui trouvent l'Europe, que c'est mathématiquement impossible. Un top 8, pourquoi pas. Donc top 8 envisageable. Mais 5e et 6e place trop loin. Il faut rappeler potentiellement que la 7e place, elle peut être européenne dans le cas où l'un des 7 premiers gagne la Coupe de France. Les 6 premiers du coup. Les 6 premiers gagnent la Coupe de France. Ouais. Sachant qu'en Coupe de France, là, il nous reste Paris, Nice et Rennes. Rennes ouais. et Lyon potentiellement qui peut aller chercher le 7e et être déjà effectivement. Et Lyon va finir 7e et gagner la Coupe de France. Oui, faut t'emmerder. Moi je pense que Paris l'avant-dernier match, ça sera plus un match de prestige pour eux parce que puisqu'ils seront champions, Ligue des Champions s'ils la jouent, donc ils seront concentrés sur ça. Mbappé. Ouais, donc ça sera un peu. C'est vrai, la dernière de Mbappé. Moi le match de Paris, je le crème pas trop entre guillemets quoi. Enfin, c'est quand même chez eux. Hein. Ouais, mais ça sera. C'est plus à l'extérieur sur claquette quand même, non ? Je pense que Brest jouera beaucoup plus quelque chose sur le dernier match. Ouais. Le match pour la conférence. Que Paris sur l'avant-dernière. Je vous donne la liste entière des matchs qui nous restent. Donc Nice à domicile dimanche. Ensuite, on va au Havre, on reçoit Lyon, on va à Clermont, on reçoit Strasbourg. Déplacement à Rennes, réception de l'OM, déplacement à Lorient, réception de Montpellier, déplacement au Parc des Princes et la réception de Brest. Donc il reste 11 journées de Ligue 1. Qu'est-ce que pour vous, c'est quoi les matchs clés vraiment qui vont le plus compter ? Fred t'en a parlé un peu, Pascal ? Forcément les matchs contre les concurrents directs là qui vont être importants. Moi je suis toujours dans cette optique-là. Si on pouvait ne pas faire comme en première partie de saison et arriver à les mettre à distance. Moi, je vais beaucoup regarder ces matchs-là, très clairement. Quoi. Après les autres, c'est du bonus. Quoi. Et moi, je voulais rebondir. En début, avant la trêve, on se disait on va devoir se déplacer chez ces équipes-là. Et au final, on se rend compte que c'est pas plus mal pour nous. Peut-être pas, oui. Étant donné qu'on est une équipe on a du mal à faire le jeu, d'où le fait que je crains beaucoup Nice, le match de Nice de dimanche. Mais on va jouer soit des équipes d'un calibre européen qui vont se découvrir et qu'on aura potentiellement des coups à jouer, ou soit on va jouer les concurrents directs à l'extérieur. Donc je trouve que ce schéma-là pourra nous correspondre. Ouais, moi, il y a un truc qui m'inquiète, c'est ces équipes, quand je joue assez tard, comme Lorient-Montpellier, qui sont quand même sur les 4 dernières journées, c'est des équipes qui vont jouer pour leur survie et qui, là, seront vraiment en mode commando. Parce que tu peux te dire, ces équipes-là, tu les bats à la 20e journée. Ok, normalement, tu as fait un grand pas vers le maintien, mais c'est que la 20e journée. Là, tu es vraiment à 2 journées de la fin. Donc, potentiellement, tu peux te retrouver à la même hauteur ou aussi très loin. C'est pas à prendre à la légère non plus, ce genre de confrontation. Après, Moi, je suis curieux du match contre Lyon. Ouais, j'allais le dire, Pascal. Ça bascule un peu. Ouais. Pour moi, il reste. Entre Moutico. Pour moi, il reste deux gros matchs émotion, quoi, en fait. Le match contre Lyon à domicile et le match contre Marseille à domicile. Ça va être. Donc ça veut dire que la saison, on a encore des émotions à vivre, quoi. Il faut pas croire que. Lorient à l'extérieur, c'est pas émotion pour toi ? Non. Petit. Non, mais Lyon et Marseille, voilà. Donc 2 matchs à domicile et. Ouais, tu peux en gagner un, tu peux en gagner 2. Enfin, ça va être. Non, mais il y a encore de belles choses à vivre, quoi. Enfin, jusqu'à la fin de saison, moi,
il n'y a pas que le maintien à jouer, quoi. Il y a aussi des émotions à avoir et des belles émotions. Après, pour moi, il y aura 2 rendez-vous importants, là, donc au mois de mars, et donc ça va être les 2 déplacements, donc un au Havre et un à Clermont. Donc, ce sont des équipes qui nous ont pris des points chez nous, donc il faut être capable d'aller leur rendre la monnaie chez eux, et donc tu équilibreras donc au point comptable, quoi, et puis moralement, tu les enfonceras aussi, quoi. Est-ce qu'on se fait un petit prono fantasy sur la place à laquelle finit le TEF cette saison? Et celui qui a raison, il gagne le respect éternel. Et un bisou. Et un petit bisou dans le cou. Allez. Une bière, ça me va sinon. Fred, quelle place pour le TEF à la 34 à l'âge Allez, 34? je vais dire 10e. 10e, Ouais. Nathan. Moi, je vais dire 11e. Mais on gagne, comme tu disais, Fred, on a 2 matchs de gala. On gagne un des 2 matchs de gala. 12e, Deuxième. Ah, 12. J'ai compris deuxième, je me suis dit. Écoute, la Ligue 1 est tellement naze que la deuxième, c'est possible, tu sais. C'est que Brest, le deuxième, c'est pas. Et on les bat, là, J34, on les bat pour la 2e place, bien sûr, oui. Guingamp 8e, enfin, c'est jouable. Moi, je pense que si on finit entre 9 et 11, c'est déjà très bien. Là, on est 11e, mais si on reste. Si le championnat s'arrête, moi, ça m'arrange. Et puis basiquement, c'est mieux que l'année dernière, quoi. Et tu as réussi l'objectif de président, oui, techniquement. Tu finis entre 11 et 9, c'est mieux que l'année dernière. Mais est-ce que tu es dans le top 10 sur une Ligue 1 18? Non. Oui, c'est pas la partie de tableau, tu veux dire, ouais. Ouais. Bon, tu me diras, sur un championnat à 20, t'es 11e, t'es pas dans... C'est pas non plus notre truc, ouais. Mais c'est fou de se dire qu'on risque de faire mieux que l'an dernier en Ligue 1, quoi. Comme quoi. Par rapport à tout ce qu'on a descendu sur le club. Vincent, à quelle place on finira cette saison? Moi, je l'ai dit, on finit 8e et on se bouffe les coucougnettes de pas avoir fait un meilleur début de saison et de pas avoir pu jouer l'Europe. Wow. Et j'ai donné l'avis de Camille aussi. Pour lui, on finit donc ventre mou, qu'il estime être la 9e place. Et on bat l'OM à la maison. Et c'est une saison réussie. Vincent, il voit la vie en jaune, quoi. Pascal, le mot de la fin, quelle place pour le TEF? J'hésite entre la 10 et la 11. Et allez, soyons optimistes, je vais prendre la 10. Et toi, Sacha, tu l'as Et pas on dit. gagne à Clermont. Ouh, ça fait moins rêver que l'OM à la maison. Non, mais je crois qu'on n'y a jamais gagné à Clermont. Mais on n'a pas beaucoup joué à Clermont. Hein, Si, un peu, on y a joué en Ligue 2, on y a joué en National aussi, je crois même. Ouais. Peut-être, je sais pas. Peut-être que je m'avance. Ce serait bon de mettre un petit 3-0 à l'OM quand même. Ouais. À la maison, Ah, ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas gagné l'OM à la maison. Non, mais 1-0 95e, ça ira aussi. Hein. Pour nous, 3-0, c'est bien, ça me va. D'accord. Ben, merci beaucoup, Pascal, d'avoir participé. Tu as mérité ta place. Hein. Tu l'as mérité. Ouais. Oh oui, et puis grosses félicitations à Camille, bien Écoute, sûr. et n'hésite pas à lui écrire. Hein. Déjà pour Ouais. avoir la place. Hein. Oui. Et pour, Bon, après, j'en ai pas forcément besoin, moi j'appelle pour discuter. on Après, se si. doute. Voilà. Mais bon, si ça peut servir, écoute, c'est aussi le but qu'il y ait des supporters de Allez, TEF qui viennent au stadium. Ça marche. Bonne soirée, à bientôt Danu. Salut Pascal. Salut. Ciao. Ciao. Bon, des belles choses, du positif, Ça promet, ouais. du ventre mou aussi, de l'ambition. En tout cas, on verra ce que ça donnera sur cette fin de saison. Mais il y a déjà un match qui va commencer dès demain, puisque ça sera. Non, pas dès demain, dès dimanche, puis ça sera au TFC OGC Nice au Stadium. C'est terminé. Le Toulouse remporte la Coupe de France 2023. On a le temps, Vincent, de... Deux. Europa League. Europa League. Match capital pour la qualification en Europa League contre l'OGC Nice ce dimanche au Stadium. Rendez-vous donc tôt, ça sera à 13h le coup d'envoi, donc vous loupez pas, mettez bien le réveil pour le coup. On joue pas dans le multiplex. Si ça, c'est pas européen, ça. Ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas joué dans le... Enfin, quand ça n'était pas arrivé. Hein. C'est vrai, ouais. Ça va être compliqué. Les sandwichs, les gars, enfin brunch quelque part? Non, vous n'êtes pas chaud? Allez, Allez. pas me chauffer, moi. Grillade sur le parking. Voilà, j'attendais que Fred la fasse. À quelle heure tu voulais y être pour Benfica? Ouais, 10h30. Voilà, 10h30 pour Benfica. Le match était. Il faut de la braise, hein. 7h45. Un jour avant, hein. Un jour avant. Ce match-là, donc pour la 24e journée, déjà, comment vous l'abordez? Qu'est-ce que vous espérez de ce match, Fred, pour commencer? Moi, j'espère une continuité dans le jeu qu'on a produit, dans l'embellie qu'on a vu sur, on va dire, les 4-5 dernières parties.
Donc c'est-à-dire Monaco, les 2 matchs de Benfica et Lille. Même si tout n'a pas été parfait, mais donc en termes de... Tu mets Reims dedans aussi ? Ouais, Reims aussi, ouais. Je mets Reims aussi. Bon, il y a le petit accro de Nantes qui me fait dire qu'à la maison, contre des équipes qui ne sont pas hyper joueuses, c'est compliqué. Mais je me dis aussi que contre Benfica, on a réussi à produire du jeu. La seconde mi-temps de Lille, on a réussi à produire du jeu. Donc contre Nice, on sait qu'il faudra en produire, si tu veux marquer, puisque je crois que c'est la meilleure défense du championnat. Nice, ouais. Donc voilà, donc une équipe un peu hérisson, quoi. Et, donc il faudra jouer, quoi. Et j'espère qu'on en sera capable et qu'on confirmera, les très bonnes dispositions, on va dire, de ces 3-4 dernières semaines. Allez, je vais te laisser appeler notre invité Ben, l'animateur de 100% Aiglon sur France Bleu Azur. Il est aussi supporter de Nice, Ben ? Oui, c'est un footix, il est supporter de tout le monde, Ben, on le sait. Nathan, qu'est-ce que tu attends de ce match ? J'ai très peur, honnêtement, j'ai peur. Je ne m'attends pas à du grand football. Je le redis, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans le débat, mais ce genre d'équipe, en fait, le Nice de Farioli, c'est pas quelque chose qui me transcende. Et nous, on a du mal à faire face à ces équipes qui n'ouvrent pas forcément le jeu. Donc c'est très solide, on l'a rappelé, meilleure défense de Ligue 1. Sur ces derniers temps, ils ont perdu quelques fois, il me semble, ils ont encaissé pas mal de buts aussi. 2024, c'est pas la forme du siècle. Ouais. Mais on a toujours. Il y a plusieurs choses. Il y a les 2 matchs consécutifs à domicile. Tu sais très bien que tu gagnes jamais 2 fois d'affilée. Bon, c'est des stats à la con, mais ça peut exister. C'est difficile d'enchaîner 2 fois à domicile aussi. Face à ce type d'adversaire, je m'attends pas à des grandes envolées. Je ne vois pas encore en possibilité de créer du jeu face à ce type de formation qui n'en propose pas forcément. Donc voilà, je suis pas hyper emballé. Lounès, t'attends quoi de ce match pour ta part ? Moi alors, je pense que si Nice, et ça va être le cas, si Nice joue bloc bas, avoir par exemple, je sais pas comment on prononce son nom, mais Yann Beau. Mais l'avoir lui en 10 dans les blocs bas, c'est... Avoir un 10 dans les blocs bas, c'est très important pour dynamiter un peu le... Pour faire des passes dans les lignes, parce que il y aura forcément un océan dans la ligne défensive de Nice. Mais par contre, je pense que pour ce match, Dalinga il va être bloqué un peu. Je pense pas que ce soit un match pour lui. Mais après, peut-être que je peux me tromper. Je voulais votre avis sur ça. On va pouvoir en parler peut-être aussi avec notre invité justement sur cette défense de Nice. C'est Ben, animateur de 100% Aiglon sur France Bleu Azur. Comment ça va, Ben ? Écoutez, très très bien. Pouvoir discuter avec vous, c'est du TFC, ça va être un... On t'a perdu, je crois. Est-ce que tu nous entends toujours ? Vous m'entendez ? Ouais, c'est bon, j'entends. Super. Ça a légèrement begouillé. J'ai hâte de pouvoir parler du JV du TFC. Un beau match dimanche qui nous attend. Ouais, salut Ben, pour commencer à parler de cette équipe de Nice, on a vu que sur le début d'année 2024 c'était pas la meilleure forme, mais bon là vous êtes toujours 4e à 2 points du second. Qu'est-ce que c'est l'objectif pour cette deuxième partie de saison ? C'est clairement la Ligue des Champions, non ? Ça il faudrait demander aux dirigeants. Je pense que c'est plutôt l'Europe de façon générale. Il y a eu cette campagne de communication avant les 4 matchs ratés paradoxalement au GC Nice qui était tout pour l'Europe. Donc je pense que l'Europe de façon générale, pas forcément la Ligue des Champions, serait évidemment bénéfique au projet de l'OGC Nice. Maintenant, je pense pas que, en vue des dernières prestations, à la lumière du fait que beaucoup de clubs se rapprochent petit à petit, je pense à Rennes, je pense également à Reims, je pense à Lens, je pense que la Ligue des Champions est loin d'être assurée. Je pense que les dirigeants se contenteraient tout à fait d'une place en Coupe d'Europe, si possible en Europa League, parce que la Conference League, on l'a déjà disputée la saison dernière, on connaît cette compétition.
Maintenant, pour le projet, il faudrait viser la Coupe d'Europe au-dessus et c'est effectivement ce qu'on vise, je pense. Ligue des Champions, c'est pas encore l'objectif annoncé du club. Il y a d'autres plus armés, je pense, pour ça. Et en tant que supporter, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a un objectif tout pour l'Europe, mais il y a quand même, quand il y a un attachement sur le club, on a toujours envie de finir le plus haut possible, d'autant plus que vous avez toujours la Coupe de France aussi, donc il y a quand même beaucoup de choses à jouer. Il y a moyen que ça se finisse d'une très belle manière cette saison pour le gym. Ça peut se finir d'une manière totalement catastrophique. Si on se replonge il y a 2 ans, à la même période avec Christophe Galtier sur le banc, on pensait qu'on allait pourquoi pas finir 2e, donc en Ligue des Champions, ou pire 3e, et gagner la Coupe de France, parce que à ce moment-là, au moment où on se parlait, on était qualifié en finale contre le FC Nantes, finale qu'on a perdu. On a perdu les pédales en championnat où on a failli ne pas être européen, et c'est un triplé de Delors à Reims qui nous permet d'être européen, et dans le même temps une défaite de Strasbourg à Marseille. Donc oui, dans l'absolu, on peut rêver d'une fin de saison exceptionnelle, mais on connaît tellement l'OGC Nice qu'on sait que ça peut vite passer de l'autre côté, et que voilà, la Coupe de France, on joue contre le PSG le 13 mars, puisque le match a été décalé en raison du calendrier chargé du PSG. On saura à ce moment-là si on est qualifié en demi-finale. Donc, ça serait face, me semble-t-il, au Stade Rennais à domicile. Voilà, c'est bien ça, Stade Rennais à domicile. Donc bon, la Coupe de France n'est pas encore un objectif. Je pense qu'il faut bien se focaliser sur le championnat, et les 3-4 prochains matchs seront pour déterminer la fin de saison du gym, voir un petit peu où on se place. Mais je suis très inquiet, pour être tout à fait honnête. Francesco Fravelli, l'entraîneur du gym, ne veut pas changer de système tactique. Il veut rester dans son 4-3-3. Il a déclaré tout à l'heure en conférence de presse que si ça ne marchait pas, c'est pas la faute. C'est pas sa faute, c'est la faute des joueurs qui appliquent mal le système. Donc lui, selon lui, il faut pas un plan B, mais il faut améliorer le plan A. Il faut que les joueurs soient meilleurs. Donc j'ai trouvé ça assez lunaire. Et donc c'est pour ça que je suis assez inquiet en fait pour la suite de la saison du gym. Et écoute, c'est original, mais on te comprend. Ouais. Au niveau de, justement, au niveau de cette saison de l'OGC Nice, au niveau du mercato, déjà, est-ce que tu peux nous résumer les mouvements principaux et comment tu la juges, toi, cette saison, jusqu'ici? Le mercato de cet été, on a notamment recruté Morgan Sanson milieu de terrain. Je pense que ça fait partie des recrues phares. On a validé le transfert de Terem Moffi qui était prêté par Lorient au mois de janvier 2023. Voilà pour les principaux mouvements. On a eu le prêt de Romain Perrault, également de Southampton qui est barré par Melvin Barr qui fait une sacrée saison. On a été renforcé également cet hiver par Valentin Rosier, arrière droit français formé à Dijon qui arrive de Turquie, qui remplace Youssef Attal qui a eu ses problèmes et ses déboires extrasportifs, qui est parti lui en Turquie, je crois, à Demirspor où joue Belanda, pardon. Donc voilà pour les principaux mouvements. En fait, voilà, juste pour cet été, c'est juste le remplacement de Attal par Valentin Rosier qui ne joue pas et qui ne jouera pas de toute façon un match, étant donné qu'il est blessé. C'est l'un des 4 absents du gym, parce qu'il y a également Sofiane Diop qui est encore blessé, me semble-t-il à la cuisse, il en a pour 6 semaines au total. Également Youssouf Naïchimier qui est suspendu et Morgan Sanson qui est blessé. Voilà les 4 absents côté gym. Parfait, tu viens de nous résumer les absents pour le match de dimanche. Au niveau de cette équipe de Nice, tu dirais que c'est quoi les points forts de cette équipe? Est-ce qu'il y a un joueur à suivre, un secteur qui est à son aise? On pense forcément à la défense, non? En ce moment, je vais dire, les points forts sont difficiles à trouver. Effectivement, la défense, on a Marcin Budka avec son envergure absolument exceptionnelle et son 1m99 qui arrête absolument tout. Il a encore arrêté un penalty la semaine dernière contre Clermont. Il faut bien tirer aussi par Shamar Nicholson. Donc c'est le joueur principal de l'OGC. En tout cas, le secteur défensif, c'est le principal du côté du gym. Dante Todibo reste solide. On a Melvin Barr sur le côté gauche qui est un genre vraiment très intéressant défensivement. Voilà, je pense que cette ligne défensive, même en l'absence de Youssouf, et ça risque de changer pas mal de choses de ne pas avoir Youssouf en sentinelle, et plutôt, je pense, Rosario ou Thuram, ça risque de changer des choses, et ça risque de déséquilibrer légèrement la défense, mais c'est globalement le point fort. En revanche, l'attaque, c'est un peu le point faible, c'est Nice. J'ai pas le nombre exact de buts marqués, mais a moins marqué que le 16e de Ligue 1. C'est problématique quand on sait qu'on a des joueurs qui ont valu au total offensivement par presque 100 millions d'euros. Quand tu prends Bofi 30, Laborde, ça doit être... non, Laborde, c'est un échange avec Gouverry, encore ça va, mais Boga, c'est une quinzaine de millions d'euros. Diop, c'est une quinzaine aussi. Enfin, quand on fait la somme, et millions d'euros accumulés et millions de buts, quand on fait le comparatif, c'est pas terrible. Donc effectivement, l'attaque n'est pas le point fort du gym, on va dire. Par rapport à ça, justement, tu nous parlais des points forts, points faibles. On a Lounès qui est avec nous dans l'émission qui nous posait une question sur
la difficulté pour les attaquants face à l'OGC Nice. Nous, on a un joueur en forme à Toulouse qui s'appelle Thijs Dallinga, qui retrouve le chemin défilé depuis quelques temps, et il pense que sur le match de dimanche, il pourrait être un petit peu bloqué, sevré de ballon. C'est un joueur qui aime pas trop faire plusieurs touches de balle et qui est vraiment efficace dans les surfaces. Ça s'annonce compliqué, non, pour lui? Ouais, Dallinga, pour être honnête, en plus, je vais être honnête avec vous, je commente aussi les matchs de temps en temps pour les autres France Bleu, et j'ai commenté pour France Bleu Occitanie le Toulouse-Monaco. Donc j'ai bien suivi, bien travaillé le dossier d'Alinra. Je trouve que c'est un super attaquant qui a des vraies qualités de finisseur. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'il sera muselé par la défense. Il n'y a pas trop de schéma défensif type, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... parfois, on va prendre au marquage individuel, parfois en zone, ça dépend en fait. Donc je ne sais pas comment Francesco Faroli va gérer Thijs Dallinga. Je pense qu'il va pas mal museler les côtés comme d'habitude. Mais effectivement, votre attaquant néerlandais Dallinga aura peu de possibilités. Mais quand on connaît son sens du but, je pense qu'il faut éviter de le laisser tirer. Eh ben écoute, parfait, on a notre réponse. Donc tu nous as résumé les absents, les points forts, les points faibles. On va passer au prono pour ce match. On finira par toi, Ben. Tu risques de redonner un petit peu de positif à l'OGC Nice, puisque nous, on est en train de se chauffer là sur l'émission. On va donner nos pronos pour le match de dimanche. On est sur une bonne dynamique. Fred en cabine, c'est quoi ton prono? Moi, mon prono, il est simple, 1-1. Match pas forcément avec de grandes envolées, avec deux équipes, avec une équipe de Nice qui va venir peut-être ouvrir le score et essayer de le tenir, mais guère plus. Et nous, on va pousser, puis on égalisera, quoi. Voilà. Nathan? Alors, moi, je crains un peu Farioli. Ça sera un duel de grands coachs en plus, là, ça va être sympa. Non, mais de grands coachs un peu bornés. Non, Carles, ça fait des progrès. Non, je vais partir sur un 0-0. 0-0. C'est pas parce que j'ai la flemme de trouver des buteurs, mais parce que je sens pas le grand match. Lounès, ton prono? Moi, j'allais dire 0-0, mais... Tu peux, hein. Il m'a piqué. Tu peux le dire aussi, hein, vas-y. Pareil, 0-0. Mais si, je pense que si Toulouse a des occasions et qu'on vendange, mais on va se faire punir par Terem Moffi un contre, et ça va être comme au match aller. Ça peut être comme ça. Et ben moi qui disais qu'on était optimiste, Vincent, ton prono? Je voulais dire 0-0 ou 1-1. Donc écoute, allez, la folie, parce que la Ligue 1, il faut réussir à la vendre 1 milliard, on va dire 2-2. Comme ça, parce que moi vraiment je vois nul et j'ai envie de pas me lever pour rien dimanche, donc 2-2. Et pourquoi pas un match un peu foufou, hein, où les équipes se répondent. Allez, vendu. Et toi, Sacha? Moi, tu veux que je te donne mon pronom? Bah oui, quand même. Moi, que je vais quand même dire victoire, quand même, les gars. De Toulouse? Ouais, une petite pas une victoire facile, mais ça serait bien qu'on continue cette bonne série à domicile. On a rien eu à se mettre sous la dent sur la première partie de saison, donc j'ai envie d'y croire. Un petit 2-1 avec une belle réaction de l'équipe. Donc mener 1-0 première mi-temps et on gagne 2-0 la seconde, c'est ça? Ouais, j'aime bien ce genre de scénario, moi. Ben, ton prono? 0-0. Moi, je pense que ça va être un match bien nul, bien de notre bonne Ligue 1, assez compliqué. On ne verra pas grand-chose. Je pense que nous, on va se contenter du nul face à une équipe de Toulouse qui est en réussite. J'ai vu le match face à Benfica, même si c'est la déception, ça a été une sacrée équipe de Toulouse qu'on a vue. Donc je pense qu'on va se contenter du match nul à l'extérieur avant d'essayer d'enchaîner face à Montpellier la semaine pro. Mais un point, on prend. Franchement, un point, on prend. Et écoute, j'espère que tu m'en voudras pas si je te dis que j'espère que tu te trompes et qu'on verra quand même un beau match. Tu seras au stadium toi dimanche ou tu le regarderas depuis chez toi? Eh bien, j'aurais aimé y aller. J'étais l'an dernier au stadium pour la première de Lucien Favre et le retour du Toulouse FC en Ligue 1. C'était la première journée du championnat. But de Dallinga, me semble-t-il, et but de Aaron Ramsey pour Nice à l'époque. Donc j'étais à ce moment-là. J'étais aussi en 2020 quand Nice a gagné 2-0 en février. Mais malheureusement, je vais manquer ce déplacement dans un stade que j'aime beaucoup. Donc l'année prochaine, c'est pas grave. Écoute, on t'accueillera avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Et puis, bon match à vous et bonne fin de saison pour l'OGC Nice avec une belle place européenne, on l'espère. À vous aussi, on espère aussi également. Très fort. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, pour terminer cette émission en douceur et en beauté, on va passer maintenant à l'interview supporter avec Lounès. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Allez Lounès, est-ce que tu es prêt? Oui.
On va apprendre à te connaître. Écoute, c'est le lot de tous les supporters qui viennent en plateau. On leur fait leur petite interview. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Quel âge as-tu? Et Lounès, 20 ans. 20 ans et je suis le TFC depuis la saison 2012-2013. Ça fait un moment quand même. Ça remonte, oui, quand même. Et fidèle au poste. Et mon premier match, c'est Toulouse-Lorient avec une boulette d'Olivier Blondel qui se blesse lors de sa relance et qui après, on prend un but et on perd 1-0. C'est bien, tu te rappelles de ton premier match parce que 2012, t'étais jeune quand même. Ça t'a marqué la boulette, ouais. Bon, mais du coup, ça t'a donné envie de revenir après c'est compliqué. Oui, après aussi, en fait, je suis devenu supporter à force parce que en primaire, c'était on discutait de foot et avec un ami on parlait il supportait le TEF et en fait c'est lui qui m'a mis dedans et en fait moi je me suis pas posé de questions en fait. Bonne influence. C'est bien franchement. Totalement de l'influence. Avoir les copains dans la cour d'école qui supportent le TEF en général c'était plutôt c'est rare. Tu te faisais critiquer donc à l'époque salue ça. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir avec le TFC? Moi, c'est Angers-Toulouse. Le but de Bodiger, je me rappelle, j'étais dans un bar et mon père, lors du coup franc, il me regarde et il me dit il va pas le mettre. Mais finalement, Bodiger, je crois, il n'avait jamais marqué de coup franc. Hein. Non, c'est son premier but tout à fait. Même de but. Ouais. Et au final, il le met, quoi. Ouais, c'est beau. C'était vraiment incroyable. À quel moment? Mais il y a celui-ci, mais je préfère celui-ci qu'à la Coupe de France. Ah ouais? C'est bizarre parce que la Coupe de France, je trouve, c'était beau. J'étais au Stade de France, d'ailleurs. Mais en fait, j'en ai reparlé avec mon frère. En fait, le suspense, il a été tué directement. Ouais, c'est vrai. Et le match... moi, j'aime bien qu'on gagne, mais avoir un match... le scénario du match. Ouais. Forcément, le scénario de Angers est déjà il est infaisable, il est incroyable. Est-ce qu'il y a un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Moi, quand j'ai suivi le TEF, le premier, c'était Capou. Mais après, je l'ai pas vu très longtemps. Parce que je crois qu'il est parti une saison après. Après, moi, j'en dirais un deuxième qui, moi, m'a marqué. C'est Serge Aurier, parce que il était au-dessus du lot techniquement au stade, ça se voyait. Et ça se voit que même aujourd'hui, je pense, on n'a pas eu de latéral aussi fort que lui. Oh, Dessler, quand même. On l'aime, Dessler. Là, tu m'en cites deux, là, si tu pouvais en garder qu'un seul, un joueur du TFC dans toute l'histoire que tu pourrais être, où tu pourrais avoir sa carrière, tu me dirais qui rapidement? Ben Yedder. Ben Yedder, le choix de la facilité, le meilleur buteur du club, on te comprend, t'es pas le seul. Et merci beaucoup, Lounès, d'avoir participé à l'émission. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup. Et voilà. Donc, comme Lounès, vous pouvez aussi participer, vous inscrire à l'émission, nous contacter sur les réseaux sociaux. Et je voulais dire félicitations à Camille. Bon, moi, je le connais pas, mais... Oui, il n'a pas fait exprès. Je le connais pas trop personnellement,
Mais c'est toujours... c'est une bonne nouvelle d'avoir un enfant. C'est sûr. Mais ça sera le mot de la fin, justement. L'idée de l'émission, à lui et à Marianne, bien sûr. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission à 20h. Et on se retrouve aussi donc, dès dimanche 13h au Stadium. Merci Fred à la technique. Merci Nathan aussi au réseau. Merci Lounès va participer. Merci Sacha pour la co-animation. Bien sûr. Et si vous voulez continuer à parler merci vous pouvez basculer sur le space de Média Tolosa. C'est sur Twitter. On se retrouve du coup sur Twitter. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Et désolé pour le petit retard. Ciao.